Nous sommes une association de protection de l'environnement et en tant que juriste dans cette association, on est amené à conseiller des associations dans l'appréhension qu'elles font du droit de l'environnement. Euh, et donc, sachant qu'elles font usage de tous les leviers juridiques dont elles disposent au sein de ce qu'on appelle la démocratie environnementale, dont, je le rappelle, les trois piliers qui sont protégés euh, par des conventions internationales pour la plupart, et puis des normes françaises, sont les trois piliers, l'information environnementale, le droit de tout citoyen d'accéder à l'information sur les projets, plans, toute l'information environnementale qui peut impacter donc son environnement ou la santé publique. Également le droit de participer, donc c'est-à-dire de faire partie de commissions qui suivent les impacts environnementaux à l'échelle de sites, à l'échelle de départements, etc. Et puis enfin, lorsque finalement on a l'information et qu'on peut ou qu'on ne peut pas participer, il y a aussi le droit au recours qui est donc ce pilier fondamental. C'est que on peut demander à un juge privé, enfin un juge judiciaire ou juge administratif, finalement, de faire sanctionner les dispositions qui nous semblent contraires à la loi, au règlement ou aux dispositions conventionnelles, internationales ou européennes. Donc, les associations travaillent d'ores et déjà particulièrement sur ces trois piliers en utilisant tous les outils dont elles disposent. Euh, Or, on constate depuis maintenant une dizaine, voire un peu plus, une quinzaine d'années, de nombreuses régressions euh, qui impactent finalement ces trois piliers de manière peu coordonnée, parce que ça se fait au gré de différentes réformes qui sont souvent thématiques, qui sont sur des filières particulières et puis qui finalement forme un grand tout qui est une grande régression de ces outils. Donc, constatant cela, on a voulu faire un état des lieux des régressions qui impactent cette démocratie environnementale. C'est donc pas un rapport qui va en fait finalement s'intéresser à l'ensemble du droit de l'environnement. Ce serait beaucoup trop ambitieux parce que le droit de l'environnement finalement c'est oublié dans le code de l'environnement, mais il y a aussi d'autres codes qui nous intéressent, le code de l'urbanisme, et le code de l'énergie, etc. Et donc c'est extrêmement vaste. Et puis, ce sont des seuils, ce sont des procédures à respecter par les porteurs de projets, par les industriels, etc. Donc là-dessus, finalement, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans des sens favorables et dans des sens contraires à la protection de l'environnement. Mais c'est pas forcément là-dessus qu'on voulait mettre l'accent, parce que ça, c'est quand même très évolutif. C'était davantage sur vraiment les outils procéduraux dont on se sert pour participer, faire des recours et être informé sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la santé et à l'environnement. Donc, on a fait un rapport qui n'est pas enfin, qui s'inscrit dans une logique d'autres rapports faits par France Nature Environnement. Je vais y venir. Et puis, voilà, on a voulu faire un webinaire aujourd'hui pour présenter un petit peu les dernières grandes régressions ainsi que celles qui sont à venir, parce qu'on a aussi dans le viseur beaucoup de nouvelles réformes qui vont voilà, beaucoup nous occuper dans les années à venir. Et puis finalement qui vont aussi mener beaucoup de citoyens, de bénévoles d'associations à nous saisir pour nous demander qu'est-ce qui s'applique, est-ce que cette disposition dont vous nous aviez parlé ou cette disposition dont on a entendu parler dans la presse s'applique à notre situation, etc. Donc c'est pour déjà commencer un petit peu l'absorption de ces réformes par le milieu associatif qu'on a voulu éditer ce rapport qui est un petit peu un guide
destiné aux associations de protection de l'environnement. Et donc, on fait aujourd'hui ce webinaire qui va durer 1 heure pour voilà, préciser un petit peu cela. Et puis, bah, donner à voir un petit peu aussi ce qui nous attend, pour, la suite. Il y aura, si on a le temps, quelques minutes d'échange, principalement sur le chat. Donc de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, pendant le webinaire. On tentera d'y répondre, par ailleurs, enfin pendant le webinaire et puis après également. Et puis nous servira et puis je précise aussi que ce, rapport que nous publions aujourd'hui, il va y avoir on va, partager, la page de notre site internet sur laquelle, on pourra télécharger ce PDF. Donc je voulais préciser que ce rapport, finalement, comme c'est un état des lieux des régressions, à jour du, 6 mai, 2026, finalement, il est amené à beaucoup évoluer. Donc en fait, on fera, bien sûr des mises à jour, de temps en temps, pour, finalement que ça soit un guide qui soit, bah, dynamique et qui puisse servir encore, hem, aux associations. Voilà pour, les objectifs de ce guide. Maintenant, l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr, bah, faire une publicité à ce guide, mais c'est aussi alerter finalement, bah, les journalistes, et puis, les citoyens et les, bénévoles d'associations, tout de même aussi sur, voilà, sur finalement la cohérence questionnable, hein, mais en tout cas la cohérence de toutes ces réformes, réunies, et d'alerter donc de, finalement poursuivre un plaidoyer, déjà entamé par FNE sur, finalement, les, régressions, qui prennent le nom de simplification, mise à jour et cetera, mais qui impactent beaucoup notre travail, quotidien. Alors je disais donc que ça s'insérait dans un, pardon, excusez-moi, ça s'insérait dans un, plaidoyer de FNE, qui s'est manifesté, l'année dernière encore en 2025, par, un rapport, publié par FNE, Simplification de mon œil, qui lui, est donc est téléchargeable, aujourd'hui encore sur le site de FNE. On va vous, renvoyer aussi le lien, pour demander ce rapport. Le but, c'était justement, d'étudier beaucoup plus, sur un temps beaucoup plus long que nous. Nous, on s'attelle surtout sur ce qui s'est passé depuis 2022-2023, finalement depuis, le début de cette nouvelle décennie. On n'est pas revenu sur ce qui s'est passé avant, et il s'est passé beaucoup de choses avant. La plupart des, réformes dont on va parler aujourd'hui, finalement, elles ont commencé, par le biais d'autres législations un petit peu plus, sectorielles, au début, enfin, en fait, finalement, il y a 10 ans, 15 ans. Donc, finalement, au milieu, des années 2010, on a eu, voilà, un train de réformes qui ont lancé vraiment, véritablement, heu, hem, tout ce qui est, arrivé par la suite et ce qui va arriver aussi, encore. Hem, il y a aussi, d'autres, associations, collectifs qui, alertent finalement sur les déréglementations et pas seulement à l'échelle, nationale. On peut voir sur ce, graphique, qui avait, bon voilà, qui avait été sur lequel avait été alerté, il y avait un plaidoyer qui avait été monté par plusieurs, associations à l'échelle européenne, sur finalement, les évolutions, et puis, des normes qui étaient produites, à l'échelle de l'Union européenne, et on voit que finalement, on a eu une sorte d'âge d'or à l'échelle européenne, et puis, une stagnation et on entame aujourd'hui finalement, une stagnation qui se double d'une régression sur certains principes fondamentaux, qui, je le rappelle, le droit de l'Union européenne, enfin constitue, une part, substantielle du droit, en tout cas des normes protectrices de l'environnement, heu, du droit français finalement. Donc, ce n'est pas anodin. Hem, on va, donc, rappeler quelques, grandes, normes, récentes, donc, c'est-à-dire de cette année, de 2025, 2024, 2025, 2026. On va, voilà, les présenter très brièvement, pour dire un petit peu ce qu'elles ont changé.
Ensuite, on va, pendant cette petite heure, aussi parler donc des réformes qu'on craint et des outils qui vont changer. Euh, voilà, on va faire un petit résumé. Et puis ensuite, euh, on pourra prendre aussi quelques questions. Euh, on voulait revenir sur une autre chose, la loi industrie verte qui commence à voilà, avoir quelques années déjà, puisque de 2023. Mais en fait, ça a été la base. Euh, Ça a changé un petit peu les procédures qui sont autour de l'autorisation environnementale, qui est déjà une procédure d'uniformisation et d'agrégation des autorisations dans un but de simplification. Je parle de l'autorisation environnementale. Donc finalement, voilà, c'est une loi de simplification pour relancer l'activité industrielle en France. Donc en général, ça se fait pas forcément à la faveur de la protection de l'environnement. Et donc cette simplification, elle trouve son aboutissement dans cette loi, mais aussi dans les décrets d'application qui sont beaucoup plus récents, qui sont de cette année ou de l'année dernière, et qui voilà, implémentent des évolutions. Euh, il y a beaucoup donc finalement d'évolutions procédurales de l'autorisation environnementale, notamment, enfin ça change beaucoup de choses pour le porteur de projet. En fait, le but c'est de lui simplifier la tâche et que au lieu d'attendre de réunir beaucoup d'informations et de rapports pour demander à l'administration qu'elle lui donne un accord avant finalement, enfin en ayant d'abord concerté, puis consulté le public, en ayant fait une enquête publique, etc. Et aussi de demander finalement aux personnes publiques qui doivent émettre des avis de le faire. Tout ça, ça prend du temps. Et en fait, le continuum dans le lobbying du monde industriel, c'est toujours d'invoquer qu'il y a beaucoup trop de complexité, beaucoup trop de législation à respecter, beaucoup trop d'autorité à saisir, et que finalement, on gagnerait beaucoup de temps si on n'avait pas tout ça à faire bout à bout. Et voilà. Donc, la loi industrie verte et surtout ses décrets d'application, il crée une phase d'instruction et de consultation du public en même temps. Donc c'est ce qu'ils appellent la consultation parallélisée. Donc ça, finalement, joint deux procédures de consultation et enfin, d'instruction du dossier et de consultation du public en même temps. Donc c'est un petit peu ça le mouvement de cette grande réforme qui crée ce nouvel outil de la consultation parallélisée. Donc ça, c'est la nouvelle procédure qui s'applique donc à la place de l'enquête publique pour normalement les autorisations environnementales. Et elle dure 3 mois au lieu de 1 mois pour la plupart des enquêtes publiques au préalable. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est plutôt un allongement de la durée, donc ça peut paraître être une bonne chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien que ça soit plus long. Mais le problème, c'est que finalement, on tasse les procédures et que finalement, ce n'est que, enfin, pendant ces 3 mois, ce n'est pas dès le départ, avant il y avait une règle qui voulait que le porteur de projet, après avoir fait toutes ses études d'impact, d'avoir demandé enfin d'avoir préparé un petit peu toutes les autorisations qu'il demandait, il devait arriver avec un dossier, une étude d'impact qui soit totalement terminée, aboutie, et qu'il ait au préalable demandé tous les avis nécessaires, donc notamment celui de l'autorité environnementale, euh, euh, qui va voilà, émettre un avis très important dans les procédures environnementales sur la qualité de l'étude d'impact. Eh bien, au lieu d'avoir tout cela prêt avant l'enquête publique, comme c'était le cas avant, on va pouvoir finalement obtenir ces avis et les mémoires en réponse, donc ce que dit le maître d'ouvrage après avoir reçu les avis, donc comment il entend, ou il dit comment il entend modifier son projet pour répondre aux demandes des autorités environnementales et des autres autorités qui supervisent l'instruction des projets.
Eh bien, tout ça, ça pourra arriver au dernier jour de l'enquête publique, enfin de la consultation paralysée. Donc finalement, par exemple, le public pourra participer à une enquête publique sans avoir le moindre idée de ce que pense et de l'avis de l'autorité environnementale, par exemple, là-dessus. Alors que, au préalable, les associations, les citoyens ont besoin de ce tiers de confiance qu'est l'autorité environnementale pour pouvoir savoir un petit peu plus, être alertés sur les gros enjeux environnementaux concrets de l'étude d'impact, puisque les études d'impact, elles font plusieurs milliers de pages et elles sont très peu lisibles pour l'ensemble des citoyens. Donc finalement, on a besoin d'autorités, de corps intermédiaires et aussi d'autorités administratives qui puissent superviser et instruire, préinstruire les demandes. Donc on a réalisé des graphiques enfin, aussi quelques infographies pour pouvoir un peu simplifier la compréhension de cette nouvelle procédure. Donc voilà, tout ça, ça se retrouve dans notre rapport. Euh, donc, premier point là-dessus, c'est que finalement, on a une apparence de augmentation des pouvoirs de dialogue dans cette nouvelle consultation paralysée. Alors qu'en réalité, on constate que finalement, c'est plutôt une régression parce qu'on a moins, enfin, on a une concertation qui tout est plus tassé et plus rapide pour un effet qui finalement n'est pas favorable aux citoyens. Alors, premier retour d'expérience finalement de cette consultation paralysée, puisque elle a à peu près 1 an d'existence, c'est qu'il y en a très peu, on en voit très peu, voire pas du tout de projets qui nécessitent, enfin qui ont impliqué l'utilisation de cette nouvelle procédure de consultation paralysée. À FNL de France, on lutte et on suit pas mal de projets de construction, d'aménagement. Jusqu'ici, on n'a quasiment jamais vu de cette consultation paralysée. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, c'est quelque chose enfin, d'un petit peu contre nature pour les services d'État qui découvrent cette nouvelle procédure aussi, comme pour le maître d'ouvrage. Et en fait, il y a un risque qu'il y ait une moins bonne information du public, puisque le public est moins éclairé sur les enjeux environnementaux au cours de la procédure de participation. Donc finalement, qu'on soit sur une moins bonne information du public. Et ça fait peser en fait un risque juridique pour le maître d'ouvrage, pour les autorisations qu'il demande. En fait, c'est même pas forcément dans l'intérêt du maître d'ouvrage que de suivre cette nouvelle procédure. Et ça se voit sur le terrain, puisque à chaque fois, enfin, sur des projets très importants, je pense par exemple au projet Green Doc, dont on a obtenu le retrait, le recul il y a quelques semaines. Donc c'est une satisfaction. Bah, sur ce projet-là, le maître d'ouvrage avait tout simplement choisi d'utiliser l'ancienne procédure. Donc c'est aussi l'ancienne procédure parce que celle-ci était jugée trop complexe et peut-être faisait porter un risque juridique au projet. Donc voilà, c'est une belle illustration, je trouve, que le destin pour l'instant de cette consultation paralysée, le destin des simplifications. C'est que le but, c'est toujours de simplifier. En réalité, c'est de simplifier pour le maître d'ouvrage, pas pour le public et pas pour l'administration. Au contraire, l'administration, elle doit toujours travailler dans des délais plus resserrés, donc c'est de plus en plus dur pour elle. Mais finalement, ces simplifications, alors qu'elles visent vraiment à simplifier le travail du maître d'ouvrage, et ben des fois, ils s'en saisissent même pas parce que pour eux aussi, ça paraît complexe, voire dangereux. Donc, je pense que c'est une bonne illustration voilà, du destin des simplifications parce que finalement, c'est souvent comme ça. Les procédures qui sont mises en place ne sont pas forcément utilisées et ne sont pas forcément appréciées même des destinataires de ces réformes. Maintenant, je te propose de parler un petit peu, Louise, de la loi de simplification de l'urbanisme qui est plus récente et qui voilà, impacte également notre... Bonjour. Donc ouais, moi je vais vous parler de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement qui a été adoptée en novembre 2025 après un petit passage au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a pas enlevé grand-chose à la loi à part donc il y avait un article qui cantonnait la participation oui, pardon, excusez-moi, qui permettait de faire des recours contre les autorisations d'urbanisme seulement si on avait participé en amont aux concertations du public.
Donc ça a été enlevé par le Conseil constitutionnel. Mais sinon, tout le reste de la loi a été adopté. L'objectif affiché de la loi, c'était vraiment de permettre de massifier la production de logements, notamment en Île-de-France, où il y a un objectif quand même, je ne sais plus exactement pour quelle date, mais de produire 70 000 logements. Voilà. Donc vraiment, c'est une loi qui permet de réduire beaucoup les procédures, comme ce qu'a dit Maxime, donc ça s'appelle loi de simplification, donc de réduire les procédures, de permettre pas mal de dérogations au plan local d'urbanisme, et aussi de rendre plus difficile, ou en tout cas de réduire le contentieux devant le juge administratif contre des autorisations d'urbanisme. Donc par exemple, je peux vous parler de deux mesures, parce que c'est vrai que la loi est très... C'est ça aussi qui est difficile avec la loi de simplification, c'est qu'elles sont très peu abordables, on va dire, pour un public large. C'est-à-dire que c'est énormément de petites modifications d'articles, de mots précis, etc. Et en fait, quand on arrive sur le texte de loi, c'est imbuvable. On comprend très peu et c'est un peu fait exprès souvent pour que généralement des petites mesures qui ne nous semblent pas forcément très importantes, au final, dans la réalité, ça va avoir un gros impact sur le projet ou sur la possibilité de saisir le juge. Donc, par exemple, oui, donc ça, ouais, sur le Conseil constitutionnel. Ouais. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qui impacte pas mal tout ce qui est contentieux. Donc le délai du recours gracieux a été réduit à 1 mois. Avant c'était 2 mois. Donc voilà, réduire l'accès. Donc le recours gracieux, pour ceux qui savent pas, ça permet d'avoir un peu une concertation amiable avant avec l'autorité administrative en demandant de retirer l'acte sans faire de contentieux, sans devant aller vraiment devant le juge. Donc ça, c'était un intérêt ça permettait un peu de désengorger le juge en permettant de faire une conciliation avant. Et donc c'est passé à 1 mois. Et le plus important là-dedans, c'est que le fait d'exercer un recours gracieux ne va pas proroger le délai de recours contentieux. C'est-à-dire que vous faites un recours gracieux devant une administration, le délai de recours contentieux, qui est de 2 mois, continue quand même à courir. Ça ne le suspend pas du tout. Donc en fait, ça vide totalement le recours gracieux de toute substance. Enfin, tout son intérêt est enlevé, puisque le recours est tellement raccourci que maintenant, on va directement essayer de faire un recours contentieux pour éviter qu'on se retrouve dans les 2 mois et qu'on ne puisse pas attaquer l'autorisation. Donc voilà, ça pour nous, c'est un des reculs les plus importants apportés par cette loi. Et il y a aussi tout un, enfin, tout un pan de la loi sur la surélévation, donc pour densifier encore plus les zones urbaines, donc de permettre de construire des immeubles un peu plus hauts, enfin de rajouter des étages à des immeubles. Euh, et donc pour ces surélévations, souvent les surélévations, elles sont encadrées par le PLU. Et donc là, ce qui est fait, c'est que il y a plein de règles qui ont été mises en place par le PLU. Donc là, notamment, c'est pour surélever les immeubles avant, il fallait justifier d'un objectif de mixité sociale. Et ce critère a été totalement enlevé. Donc maintenant, on peut vraiment faire de la surélévation, pas à gogo, mais plus facilement, avec moins de critères. Voilà, d'ailleurs, si vous avez des contentieux en lien avec des projets de surélévation d'immeubles, nous, ça nous intéresse parce qu'on pense qu'il y a certaines mesures de la loi de simplification en lien avec la surélévation qui peuvent être jugées inconstitutionnelles. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse juridique, je vais l'envoyer dans le chat après, si vous pensez que votre contentieux peut être en lien avec ces surélévations. Après, la loi est très récente, elle a été adoptée le 27 novembre 2025, donc c'est vraiment des contentieux qui auraient été lancés là, fin d'année et début d'année. Voilà. Donc, moi, je crois que oui, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette loi. Mais de toute manière, vous pourrez retrouver vraiment le déroulé de toutes les mesures dans la note, enfin, dans le guide qui va être publié bientôt, aujourd'hui. Enfin, voilà. Merci. Donc, on voit que l'un des outils, donc cette loi de simplification de l'urbanisme, ça sert à raboter finalement un des outils de la démocratie environnementale qui est le recours gracieux. Ce que ça implique finalement le recours gracieux, c'est qu'on peut demander à l'administration qui s'est trompée, qui se trompe parfois, de modifier et de respecter finalement souvent la loi ou des normes supérieures, des directives européennes ou autres. Donc, c'est ce qu'on fait, voilà, c'est ce que font beaucoup d'associations. Elles demandent finalement d'abord au préalable à l'administration. Elles le font souvent sans avoir beaucoup d'espoir que l'administration va changer sa décision. Mais en tout cas, elle était souvent amenée, enfin poussée à le faire, puisque le but c'était d'abord de dialoguer avant de finalement saisir directement le juge administratif
Et là, je veux dire, on se dirige vers une sanction de la norme administrative, alors que sinon, on pouvait inviter l'administration à juste agréer et à modifier sa décision. Donc, voilà, c'était présenté comme une mesure de dialogue nécessaire, et même d'ailleurs, la législation impose, par exemple, pour les recours indemnitaires, dès qu'on demande réparation, par exemple, à l'administration, on est obligé finalement de faire d'abord un recours gracieux avant de faire un recours contentieux. Donc finalement, voilà, un outil qui était quelque chose qu'on nous donnait et qu'on nous demandait d'utiliser parce que l'administration préfère recevoir un recours gracieux que recevoir un recours devant le juge contentieux qui risque d'être d'avoir beaucoup plus de conséquences pour elle. Et ben finalement, ce n'est plus le cas. On ne croit plus, même l'administration, enfin en tout cas même le gouvernement ne croit plus à l'intérêt du recours gracieux, à l'intérêt du dialogue juridique entre les associations, les citoyens et l'administration. Donc c'est quand même assez étonnant finalement que même l'État ne croit plus ne croit plus trop dans ces outils du dialogue administratif. Eh bien pour nous, en tout cas, le résultat, c'est qu'on ne pourra plus proroger le délai de recours, donc finalement, on n'a plus aucun intérêt à demander à l'administration de manière gracieuse de modifier ses décisions. En tout cas, ça se applique aux mesures qui concernent, enfin aux autorisations d'urbanisme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'applique à tout le droit de l'environnement, mais vous voyez que maintenant, on peut faire un recours gracieux en matière d'urbanisme, enfin, on ne peut plus faire de recours de gracieux en matière d'urbanisme, en tout cas, ça n'a plus d'intérêt. Et en plus, c'est dans un délai d'un mois. Et par contre, pour tout ce qui est autorisation environnementale, comme on voyait tout à l'heure, il y a encore intérêt à faire un délai de recours. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on a des réformes de ce type-là, elles viennent créer des dérogations, des normes dérogatoires qui complexifient beaucoup l'appréhension globale de la législation. Donc voilà, c'est l'un des effets sur lesquels on voulait alerter, c'est l'un de nos plaidoyers dans nos éléments sur ce plaidoyer, c'est que finalement les simplifications, elles créent beaucoup de complexité et que bon, voilà, c'est très, très peu intelligible, mais qu'en plus, finalement, après, on va avoir des difficultés, beaucoup à demander aux juges, parfois même demander pour essayer de mieux comprendre la réglementation parce qu'elle est parfois trop complexe. On a aussi des nouvelles formes d'impact finalement, de volonté de changer, en tout cas d'augmenter la durée de validité de certaines autorisations d'urbanisme. Donc on voit que maintenant le pouvoir réglementaire intervient même pour sauver des autorisations spécifiques. Et on va le voir, donc ça c'est le droit de l'urbanisme, mais en droit de l'environnement c'est pareil. Le gouvernement intervient de plus en plus par des décrets pour favoriser des projets d'aménagement et de construction. Donc finalement, je trouve voilà, c'est pas une grande régression, ce décret qui proroge le délai de validité des autorisations d'urbanisme, mais c'est quand même symptomatique. Ça montre que de plus en plus, le pouvoir intervient pour sauver des normes, des projets, pardon. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce décret de prorogation. On a aussi un méga décret de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, qui est aussi symptomatique d'une autre branche finalement des simplifications. C'est Ça consiste à tu voulais pas intervenir sur ce. Non, celui-là, non, mais... Donc voilà, on intervient aussi pour finalement tasser, voire supprimer des procédures que doivent suivre les collectivités territoriales. Et c'est toujours finalement des intérêts protégés importants, comme bah, là, voilà, le pouvoir de l'administration des collectivités territoriales, pardon, d'agir et de faire des choses, créer de l'emploi, de créer une sécurité, une salubrité publique, etc. Eh bien, on a fait la même chose sur les énergies vertes, dites vertes, etc. Ensuite, sur l'industrie, etc. Le but est toujours d'utiliser des intérêts protégés, parfois nobles, comme Mm. cheval de Troie, pour faire finalement, pour implanter dans la législation, la réglementation, des véritables régressions. Euh,
On ne va pas non plus rentrer dans le détail de ce méga décret, mais en tout cas, on comprend Enfin, il est dans la note. l'idée dans la note, bien sûr, tout ce dont on parle est résumé en détail dans la note. On voulait parler aussi d'un autre décret plus récent, donc le décret modifiant le droit applicable à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la CNDP, c'est la Commission nationale du débat public. Euh, donc voilà, c'est un décret qui, on va se concentrer sur l'impact que ça a sur la concertation. Pour la concertation, le but, c'est de finalement supprimer des projets, enfin des types de projets qui peuvent faire l'objet d'une concertation sous l'égide de la CNDP. Donc la concertation, c'est une procédure très très en amont d'un projet. Au tout début, le porteur de projet peut voilà, essayer de jeter les grandes bases de son projet auprès du grand public, enfin, en tout cas des citoyens concernés par le projet, et puis donc de définir un peu les grandes lignes de ce projet, et puis de commencer à recueillir des avis pour pouvoir finalement changer le projet qui correspondent au mieux au territoire. Donc ça, c'est l'idée de la concertation. Un petit mot là-dessus. Euh, euh, le, euh, le but de la concertation, enfin en tout cas la cohérence des réformes qu'on a vues depuis une quinzaine d'années, ça a été finalement de davantage axer la concentration euh, des, euh, des procédures davantage vers la concertation plutôt que vers l'enquête publique. Pourquoi? Parce qu'au moment de la concertation, on a un projet qui n'est pas très abouti, pas très bien ficelé. Donc finalement, c'est assez facile pour le maître d'ouvrage de dire, voilà, moi ça on verra, je vais définir un peu plus, etc. Effectivement, là-dessus, c'est pas clair, mais ça le sera plus au moment du projet. Alors que au moment de l'enquête publique, on doit avoir un projet totalement ficelé et je veux dire, ça aura des répercussions plus grave pour le projet, notamment au contentieux, si le projet n'est pas très bien défini au stade de l'enquête publique, alors que c'est moins grave au stade de la concertation. Donc finalement, on a un intérêt à concerter au maximum pour le porteur de projet, euh, très en amont, et de moins en moins, finalement, jusqu'à ce qu'on vienne au moment de l'autorisation, donc notamment pendant l'enquête publique. Donc ça, c'était un peu le cycle, enfin le sens un petit peu des réformes, c'était de mettre l'accent beaucoup plus et de fragiliser beaucoup plus l'enquête publique. Et ça se voit notamment par, on a créé des consultations électroniques qui sont sur un temps plus court, qui sont faites dans un cadre qui est beaucoup moins protecteur pour les citoyens et beaucoup moins pour l'information des citoyens puisque c'est des consultations qui sont faites sur Internet, qui sont faites sans réunion publique, qui sont faites sans commissaire enquêteur. Donc finalement, il n'y a personne il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a personne pour vérifier que l'information passe bien. Et puis, donc, il n'y a pas ensuite de rapport du commissaire enquêteur. Voilà. Donc finalement, voilà, c'était ça un peu l'idée, c'était d'affaiblir l'enquête publique. Eh bien, aujourd'hui, on voit que le pouvoir réglementaire et législatif entend maintenant, au contraire, affaiblir le pouvoir, enfin la concertation des projets. Donc ça se voit notamment par des interdits. Désormais, on a, par ce décret, supprimé les data centers, par exemple, et les lignes électriques non aériennes, donc les lignes à haute tension électrique, euh, 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 du champ de la saisine de droit de la CNDP. Donc ça veut dire que la CNDP, si elle veut faire une concertation sur un projet, ne pourra plus le proposer. Ça veut dire que le porteur de projet d'un projet de data center ou de ligne à haute tension, il ne pourra plus demander à la CNDP de faire une concertation. Alors c'est assez étonnant parce que, par exemple, on travaille beaucoup sur les data centers et on travaille aussi un rapport sur le data center qui sera à venir. Eh bien, on a suivi beaucoup, on en a eu une seule des concertations sur un projet, donc, et elle a été volontaire de la part du maître d'ouvrage. Donc c'est le projet Campus IA à Fouju en Seine-et-Marne. Il y a eu une concertation qui a été plutôt utile au projet et utile pour les citoyens qui ont pu savoir, eh bien, ça, ce ne sera plus possible à l'avenir. Donc on voit que le lobbying est un petit peu aveugle finalement, parce que on veut juste limiter l'information sur des projets
alors que finalement, il n'y avait aucun intérêt pour les porteurs de projets à le faire. Donc c'est un petit peu le sens de cette réforme de la concertation. Voilà, c'est-à-dire limiter les projets sur lesquels on peut faire des concertations. C'était pas tout, c'était bon. Non, vas-y. Autre décret, et on va aller un peu Ensuite, je vais vite. être rapide. Autre décret de simplification, c'est sur la procédure contentieuse environnementale. Et là, on voit que, au fur et à mesure de la présentation, les décrets et les dispositions législatives qu'on suit, elles sont de plus en plus hostiles finalement à des outils très très importants des associations de protection de l'environnement. Et de plus en plus, on s'intéresse au contentieux des associations de protection de l'environnement et des citoyens. Donc ça, c'est beaucoup plus grave et ça a beaucoup plus d'incidence sur notre travail quotidien. Ce décret de simplification, c'est aussi, le but, c'est de détricoter des outils comme les délais de recours et de créer des nouvelles obligations que doivent respecter les requérants, donc les gens qui font des recours. Et finalement, l'objectif, c'est toujours de créer des dispositions qui, de toute façon, enfin ça c'est un peu comme ça que marche la justice administrative, c'est que quand on a un vice de procédure, on peut faire annuler une norme. C'est pareil pour les recours, eux aussi, ils ont une procédure à suivre, et si elle n'est pas respectée, eh bien c'est la recevabilité du recours qui est menacée. Et qui va menacer l'ensemble du recours. Donc, c'est-à-dire que sur un recours, par exemple, on fait un recours contre une autorisation environnementale ou contre un projet de construction, eh bien, il y a de nouvelles normes comme notifier le fait qu'on a fait un recours au bénéficiaire et à l'auteur de la décision. Eh bien, si vous ne faites pas ça, dans le délai qui est prévu par le Code de justice, eh bien, vous perdez tout à fait le bénéfice du recours. Le recours est rejeté de manière automatique. Donc, finalement, plus on crée de normes de ce type, de normes procédurales qui impactent la recevabilité des recours, et c'est le sens de toutes ces réformes, eh bien, plus en fait, c'est une logique un peu d'assurance, enfin d'entreprise d'assurance. Plus on crée d'obstacles, moins les gens vont demander à obtenir des droits finalement. Et donc on compte juste sur une logique assez probabiliste, de probabilité que plus on crée de dispositions qui viennent parasiter la procédure, en tout cas qui doivent être respectées par les associations, plus on va créer de situations dans lesquelles il n'y aura plus enfin, elles n'auront pas été respectées pour des raisons ou pour des autres, et finalement, ça va mener à un écrémage et voilà, une diminution du nombre de recours. Donc voilà, c'est des logiques un peu juste de probabilité qui mènent finalement à ces réformes, et ça, c'est très préjudiciable au contentieux environnemental dans son ensemble. Donc pour revenir sur cette norme, sur ses impacts concrets, donc le but c'est de réduire aussi les délais de recours, donc les délais pendant lesquels les juridictions administratives vont euh, instruire un dossier avant de rendre leur décision. Donc ça c'est l'objectif de cette réforme. Petit mot là-dessus, c'est que finalement, ça, c'est pas un secret pour grand monde, enfin pour beaucoup de gens, c'est les tribunaux en France, de l'ordre administratif et judiciaire, sont totalement engorgés. C'est le terme qu'on utilise souvent. Donc, ils ont beaucoup plus de dossiers à traiter que de temps pour le faire. Donc ça, c'est une situation qui n'est jamais attaquée par ces différentes réformes, parce qu'il faut des moyens pour ça. Et donc, quand on contraint le juge à juger dans un temps plus court, finalement, ça se fait forcément aux dépens de la qualité des décisions, ça c'est clair, mais ça se fait aussi, parfois ça ne se fait pas tout court, enfin, pas du tout, c'est-à-dire que les juridictions n'ont pas toujours la possibilité, même physique, de respecter ces délais. Finalement, ces réformes ne sont pas toujours appliquées. C'est ça dont on peut se rendre compte, et le premier élément de retour d'expérience qu'on peut faire, c'est que sur certains types de dossiers, on a vu des nouvelles dispositions qui n'ont pas été respectées, parce que impossible finalement. Et donc voilà, c'est pour ça que aussi des fois des syndicats de magistrats ou d'avocats attaquent aussi ces nouveaux décrets, parce que finalement ils vont ne pas, ils vont avoir des conséquences qui seront délétères sur la justice finalement.
notre rapport et on va pouvoir résumer un petit peu les grands points qui ont changé puisque c'était l'un des objectifs de ce webinaire. Des outils. Donc, on a des délais de recours qui ont changé. Contre les autorisations environnementales, avant, c'est du plein contentieux, donc c'est un contentieux, enfin, c'est le Code de justice administrative et le Code de l'environnement donnaient des délais qui étaient de 3 mois contre les autorisations de plein contentieux. Ça a été changé et pour raccourcir le délai de recours contre ces autorisations. Donc on passe de 3 mois à 2 mois. Et pour une association, un bénévole, voilà, 2 mois de délai de recours, c'est finalement pas du luxe. Et ça complique beaucoup le travail. On doit prendre des décisions, de faire des recours en urgence, etc. C'est déjà compliqué, 2 mois, si vous voulez. Enfin, 3 mois, c'était déjà compliqué. 2 mois, c'est ce qui est la nouvelle norme. Ce sera encore plus dur. Contre les autorisations ICPE et IOTA, donc, qui ont impact l'eau ou l'environnement de manière générale, les autorisations d'industrie, de nouvelles usines par exemple, etc., on avait un délai de recours qui était de 4 mois, et bien maintenant on a un délai de 2 mois. Sur le délai de recours gracieux, vous avez vu qu'il est passé de 2 mois à 1 mois sur les autorisations d'urbanisme. Euh, donc voilà, enfin, on a une tendance au raccourcissement des délais de recours. Donc là, le but, c'est également d'écrémer, d'en avoir moins qu'avant. On a des règles de compétences spéciales de juridiction administrative, donc c'est-à-dire qu'on a aussi une spécialisation de la justice qui est opérée. Donc on va demander, donc c'est des nouvelles règles procédurales à respecter pour le requérant, c'est qu'il doit saisir la bonne juridiction, et des fois c'est pas le tribunal administratif de son ressort, c'est le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris, c'est souvent les cours qui sont jugées compétentes pour certains types de dossiers. Alors, on a voulu faire parce qu'en fait, il y a beaucoup de réformes très, très distinctes. La loi d'accélération des énergies renouvelables, les lois de programmation agricole qui favorisent l'irrigation, etc., qui ont changé cela de manière très, très peu coordonnée. Mais on voit très bien le but, hein, c'est de spécialiser et de supprimer des échelons de juridiction. C'est-à-dire que normalement, en procédure administrative, on a un tribunal administratif qui va prendre une décision, qui va rendre un jugement. On va pouvoir faire appel devant une cour administrative d'appel. Et si on n'a encore pas gain de cause, on peut faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Donc, la plupart des décisions qu'on va attaquer, on le fait devant un tribunal administratif et on a 2 voies d'appel. Euh, eh bien ça, c'est de plus en plus tassé, réduit. Donc finalement, on a des voies de recours qui sont réduites. Donc c'est complètement, enfin là vraiment, il n'y a même pas d'hésitation, c'est une régression très forte du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme. Alors, comme ça s'est fait de manière temporellement voilà, assez tassé et que il y a un peu de cohérence, on a fait voilà, par exemple ce schéma pour rappeler voilà. Donc pour rappeler le contentieux relatif aux énergies vertes finalement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer pardon sont jugés désormais par le Conseil d'État en premier et dernier ressort. Donc là il y a vraiment une seule juridiction qui va pouvoir être saisie de ce dossier. Donc ça pose plein de problèmes de garantie qu'on a en moins d'avoir une décision favorable. Le contentieux euh, de la loi donc sur les énergies renouvelables, ce sera jugé en premier et dernier ressort par la Cour administrative d'appel de Paris. Le contentieux de l'urbanisme, des autorisations d'urbanisme en zone tendue, c'est le tribunal administratif, c'est le tribunal administratif qui est compétent, et ensuite on peut seulement se pourvoir en cassation. Donc voilà. Et c'est pareil ça a été étendu aux élevages également. Et puis, il y a le contentieux des stockages d'eau, donc finalement les bassines et les méga-bassines. Celui-ci aussi, il a été donné au tribunal administratif de Paris. Petite anecdote là-dessus, récemment, il y a eu le tribunal administratif de Paris a été saisi sur un projet de bassine. Finalement, ce n'est pas, ça a été renvoyé vers un tribunal local.
parce que le tribunal administratif parisien n'avait pas la possibilité de juger ce. Bref, on voit que ça ne marche pas toujours, ce n'est pas toujours respecté. Et pareil pour le contentieux relatif aux éoliennes, qui est jugé désormais par la Cour administrative d'appel de Paris. On a, donc j'en mentionnais tout à l'heure, de plus en plus de contraintes procédurales à respecter quand on fait un recours, notamment l'obligation de notifier notre recours aux bénéficiaires et à auteur de la décision. Donc ça, c'est quelque chose qui a été imposé en droit de l'urbanisme par la loi Elan, enfin par la loi Elan, en tout cas il y a déjà une dizaine d'années. Eh bien, ça a été de plus en plus étendu aussi au recours gracieux. Donc, on doit faire de plus en plus tôt preuve de grande diligence, sinon après le recours sera impossible. Et puis ça a été aussi étendu aux matières environnementales, aux autorisations environnementales et autres. Donc finalement, c'est quelque chose qui ne tend qu'à s'étendre à de plus en plus de types d'autorisations. Donc ça fait aussi de manière très progressive, ce qui fait que c'est difficile de savoir aujourd'hui pour quel type d'autorisation on doit faire une notification. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce guide, c'est pour justement que les associations, les juristes, quand ils se posent la question, est-ce que là je dois faire une notification, est-ce que là je dois saisir une cour spéciale, est-ce que je dois faire telle ou telle diligence, eh bien ils puissent se référer à ce guide pour pouvoir avoir directement la norme qui l'impose, la disposition du Code de justice administrative ou du Code de l'environnement qui va donner la solution. Donc voilà, c'est un peu le but, c'est de simplifier et de donner enfin, de faire gagner du temps aux acteurs de la veille environnementale. Euh, on voit qu'on a aussi des dispositions qui changent pour l'évaluation environnementale, c'est très important. On a des délais d'instruction d'urbanisme qui changent. On a des délais contentieux aussi qui sont réduits pour tout ce qui concerne les décisions d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme. On a aussi des règles de cristallisation des règles d'urbanisme, donc c'est-à-dire des moments, enfin des règles d'urbanisme, mais aussi dans le contentieux. Finalement, on a de moins en moins de temps au sein d'un contentieux, de l'instruction d'un contentieux, pour faire des nouvelles demandes, faire des nouveaux moyens juridiques. Donc finalement, on doit de plus en plus directement quand on fait un recours qui est définitif au moment où on fait le recours, et de moins en moins on peut les compléter par des mémoires supplémentaires, des mémoires ampliatifs, etc., etc. Donc finalement, voilà, c'est de plus en plus dur de travailler sur le contentieux environnemental et le contentieux de l'urbanisme quand on fait des recours, et sachant qu'on doit le faire dans des délais de recours, on l'a vu tout à l'heure, qui sont de plus en plus courts. Donc finalement, ce sera compliqué, de plus en plus dur pour nous, juristes. Et puis d'ailleurs, enfin voilà, je vais dire quelques mots là-dessus. Euh, mais il y a aussi le fait que, oui, un mot, pardon, là-dessus, sur les juridictions spécialisées, c'est que quand on doit faire un recours directement devant une cour d'appel, administrative d'appel, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, on doit passer par un avocat. Donc finalement, ça a aussi des répercussions sur le mode de travail des associations de protection de l'environnement qui de plus en plus se dotent, en tout cas FNE, de juristes qui font aussi des recours. Et bien maintenant, si sur certaines décisions, enfin de plus en plus de décisions, on doit faire un recours devant une cour administrative d'appel, et bien on ne pourra pas le faire nous-mêmes, on sera obligé de payer un avocat et ça aura des conséquences budgétaires euh, regrettables. Donc ça contredit aussi notre mode d'organisation associatif. Euh, voilà, on peut faire maintenant un tour d'actualité de ce qui est à venir. On va se retrouver à la fin. Euh, Excuse-moi. T'inquiète. C'est vraiment la toute fin. C'est juste au-dessus encore un petit peu. Ouais. Voilà. Du coup, quand on faisait la note, donc avec Maxime et Gabriela qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a participé à la rédaction de la note, on ne savait pas trop où s'arrêter parce qu'il y avait énormément de décrets qui sortaient tous les jours et on se disait ah mais ça c'est intéressant de le mettre, il faut le mettre, enfin voilà. Du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit onglet perspective de régression pour quand même
ne pas laisser des lois ou des décrets qu'on a vu passer, mais qui n'étaient pas encore applicables ou qui étaient en cours de débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On s'est dit que c'était quand même intéressant de vraiment les mettre en avant, surtout que c'est sur ce genre de projets de loi qui ne sont pas encore adoptés qu'on peut aussi essayer de faire du plaidoyer ou en tout cas d'alerter voilà, sur les mesures qu'ils contiennent. Donc par exemple, oui, ça c'est assez récent, bah, il est en débat à l'Assemblée nationale depuis hier. C'est le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Donc il y a plein de mesures qui ne concernent pas directement l'environnement, mais on a quand même la création d'un état d'alerte de sécurité nationale qui permet vraiment de passer outre énormément de normes environnementales et urbanistiques pour construire des projets de défense. Si je me souviens bien, il y a par exemple la dérogation espèces protégées qui est nécessaire pour détruire des espèces protégées qui seraient présentes sur le site du projet. Elle est facilitée. Il y a une reconnaissance de la RIIPM, donc de la raison impérative d'intérêt public majeur, qui est en quelque sorte automatisée pour ce genre de projet quand il y a l'état d'alerte de sécurité nationale qui est déclenché. Donc il y a vraiment ce projet-là est assez inquiétant, surtout que cet état un peu spécial peut être déclenché par décret en Conseil des ministres. Donc il y a pas vraiment de... Enfin, c'est très peu clair sur l'utilisation, sur la durée de cet état qui peut être mis en place. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une des perspectives de régression récentes. J'ai vu aussi dans le chat tout à l'heure qu'il y a été mentionné pardon, le projet de loi d'urgence agricole qui a été annoncé par le Premier ministre pour répondre un peu à certaines parties du monde agricole. Donc dedans, il y a pas mal d'accélération de projets de stockage d'eau, donc les méga-bassines, clairement. Il y a aussi la création d'un statut spécifique pour le loup, avec la justification de protection des élevages. Voilà, il y a... Ah oui, aussi, chose qui est assez importante, donc les élevages seraient sortis de la catégorie ICPE et bénéficieraient d'un régime spécifique. Donc on ne sait pas du tout encore quel régime c'est, mais voilà, donc je pense que là-dessus, il y a une certaine vigilance à avoir. Et ce qui nous inquiète particulièrement en tant qu'association, c'est aussi des mesures, je crois que c'est dans l'article 23 du projet de loi, c'est euh, des mesures qui permettraient d'obtenir des dédommagements si on attaque un recours qu'on considère abusif. Donc ça viendrait encore une fois déjà énormément réduire la motivation de certaines associations à faire des recours, parce que si en contrepartie on peut devoir payer des dédommagements, ce serait compliqué. Donc voilà, ça c'est une mesure qui nous inquiète aussi pas mal. Voilà, donc Maxime, après, si tu veux parler du projet de loi de simplification. Oui, et avant, juste pour compléter ce que tu disais, effectivement, les donc recours abusifs, ça c'est aussi un mantra de la simplification. Enfin, ça Mm. fait partie du but de ces réformes, c'est de complexifier en créant des normes à respecter, mais c'est aussi de faciliter la sanction des Mm. associations et des citoyens, des riverains, etc., qui font des recours, parce qu'on considère qu'ils font des recours abusifs. Alors que finalement, par essence, les associations comme les citoyens défendent l'intérêt général en général, enfin, dans 100% des recours pour ce qui nous concerne, et jamais les intérêts privés. Donc le procès qui est fait en recours abusif est quand même assez à côté de la plaque. Et bien pourtant, voilà, c'est des choses qui se sont faites déjà depuis. On a vu par la loi Elan, donc à la fin des années 2010, 2018. que on avait créé, on avait facilité finalement la condamnation d'associations de requérants euh, pour avoir fait des recours dits abusifs. Dans le même temps, d'ailleurs, j'alerte sur cette situation, on a des procédures bâillons qui sont de plus en plus utilisées. C'est procédures de recours abusif, mais c'est aussi des procédures juste on attaque une personne en lui demandant un dédommagement. Parce qu'un promoteur fait souvent ça. Enfin, je veux dire, il y a au moins trois situations actuellement, en ce moment même, en Île-de-France, où on a des représentants associatifs qui sont attaqués et à qui on demande le remboursement de 1 million ou plusieurs centaines de milliers d'euros parce que la personne, le promoteur, parce qu'on a fait un recours et le promoteur n'a pas pu faire son projet finalement, et donc il considère que c'est de notre faute, donc on doit rembourser finalement son préjudice. Donc ça, c'est quelque chose de très grave et de toujours à côté de la plaque, mais pourtant, finalement, c'est quand même ce qu'on va essayer de simplifier dans les réformes. Donc c'est très grave, très attentatoire, et c'est pour ça qu'on voulait faire un plaidoyer là-dessus. Et c'est à ça que sert aussi notre guide, c'est voilà, essayer d'alerter là-dessus.
Projet de loi de simplification de la vie économique, ça fait très longtemps qu'on le voit, ça a été, enfin qu'on l'anticipe, ce Oui. projet de loi, et donc qui doit finalement simplifier beaucoup le droit de l'environnement pour satisfaire des catégories économiques. Euh, donc il y a notamment une chose qu'on peut mentionner, c'est qu'il permet de qualifier de projet d'intérêt national majeur, de PIM, des projets qui sont importants pour la souveraineté, pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Donc c'est une sorte de nouvelle catégorie de projets très nébuleux parce que le champ d'application est très peu clair. Voilà, vous l'avez écrit là, un projet qui revêt eu égard à son objet, à son envergure, en termes d'emploi, d'investissement, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Donc, c'est une définition beaucoup trop ouverte pour pouvoir être vraiment une norme juridique. Et bien pourtant, ces projets-là vont pouvoir se voir simplifiés dans leur procédure pour favoriser les projets. Notamment, deux conséquences à attendre, hein, c'est que déjà ça s'applique notamment aux data centers, hein, donc projets qui sont très impactants et justement on devrait mieux les considérer aujourd'hui et justement mieux décider des projets, et, en tout cas favoriser une information sur ces sujets et non pas les rendre plus rapides et favoriser leur implantation. Eh bien, ces projets-là pourront d'une part échapper finalement aux règles du ZAN, donc le zéro artificialisation nette, qui vise à limiter à l'échelle des collectivités territoriales l'artificialisation des sols. Eh bien, il y a une règle, le but c'est qu'en 2050, on soit à une artificialisation des sols nulle, c'est-à-dire que toute nouvelle artificialisation est compensée par une réduction de l'artificialisation, une renaturation. Donc finalement, on a un objectif 2050 et on a un objectif 2030, et c'est pour les collectivités. Eh bien, les projets d'intérêt national majeur vont échapper à cette comptabilité, non seulement parce que ce sera plus la collectivité qui devra assumer cette artificialisation, mais l'État, qui lui n'a aucune contrainte de limitation de l'artificialisation des sols. Donc finalement, on crée une nouvelle catégorie très peu claire qui en plus permet d'échapper, donc de faire une fiction juridique qui échappe à la comptabilité de l'artificialisation des sols. Donc le but, c'est clairement d'entériner une disparition cet objectif ZAN. Ça se fait par des petites notes comme ça. Et pas seulement, puisqu'il y a aussi des projets de propositions de loi qui visent à supprimer le ZAN. Mais ça a aussi des impacts sur le contentieux des dérogations espèces protégées. Donc, on ne doit pas détruire des espèces protégées par principe, mais on a des possibilités dérogatoires. Eh bien, on a trois conditions à respecter quand on est porteur de projet et qu'on veut obtenir une dérogation espèces protégées. C'est d'avoir une sorte d'utilité publique de notre projet, donc c'est-à-dire la raison impérative d'intérêt public majeur, d'avoir une étude des alternatives qui soit convaincante, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de porter atteinte aux espèces protégées, pas d'autre possibilité de faire le projet autrement. Et enfin, troisième condition, c'est qu'on doit assurer un maintien de l'espèce dans ces conditions de survie dans l'aire de répartition dont, qui lui est appliquée. Donc, la première de ces conditions, finalement, est supprimée puisqu'elle est offerte par décret, par le pouvoir réglementaire, à un porteur de projet, qui va dire, ce projet-là, comme le projet Campus IA, par exemple, de data center en Seine-et-Marne, eh bien, il va bénéficier d'une de ces conditions qui sera de fait assurée par l'administration. Voilà, un exemple donc ce projet de loi, il est adopté et voilà, on n'attend plus que la promulgation quasiment. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup impacter. On a aussi un projet qui a été soumis à consultation jusqu'à hier, le projet de décret modifiant les dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme, qui est lui aussi très préoccupant. Voilà. Donc, on en dit quelques mots aussi dans le rapport. Et de toute façon, on mettra à jour ce rapport finalement dans quelques semaines, lorsque toutes ces normes seront définitives.
Et puis, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là.